Je vais vous parler de l'exposition sur la Villa Laurentine qui a eu lieu à l'Institut français d'architecture dans l'ancienne galerie du 25 mai 1982 au 19 juin de la même année. Le commissaire d'exposition était donc Maurice Culot, qui est donc ici présent avec nous. Et l'exposition a été organisée par le département Archives, Histoire et Documentation de l'IFA, en lien avec Maurice Culot, Lise Grenier, Brigitte Schoendoerfer, Dominique Delaunay et en collaboration avec Pierre Pinon. Il y a eu aussi une publication d'un catalogue en même temps que l'exposition. Donc, pour revenir sur la genèse et le contexte de cette exposition, cette exposition nous présentait différentes restitutions de la villa Laurentine, d'après un texte de Pline le Jeune, La lettre à Gallus. Et cette villa, décrite par Pline le Jeune, a compté parmi les principales images rêvées de l'histoire de l'architecture antique et suscité dès le XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle de nombreux projets qui visaient non seulement à la restitution et à la virtuosité, mais qui étaient aussi l'occasion de faire des manifestes architecturaux. Donc cette exposition, elle arrive à la suite de ce concours qui a eu lieu l'année précédente en 1981 et qui donc a présenté d'une part les travaux réalisés par des architectes lors de ce concours, mais aussi des restitutions plus anciennes. Donc je vais vous lire un extrait du catalogue qui présentait la proposition, les ambitions et les questionnements que ce concours proposait. Donc, à l'occasion du colloque Présence de l'architecture et de l'urbanisme romain qui s'est tenu à l'Académie d'architecture en décembre 1981, l'IFA a organisé un concours d'émulation. Au moment où les principes de l'architecture classique sont volontairement ou non tournés en dérision, cet exercice en soi académique peut prendre une valeur exemplaire et participer à l'effort de reconstruction de l'architecture, entendu ici comme un art public qui s'exprime dans la permanence matérielle et intellectuelle. L'objet de ce concours restreint n'est donc pas tant de révéler des talents individuels que de tirer le parti d'un défi toujours stimulant pour l'esprit, en interrogeant l'origine et la raison constructive, la base philosophique et la raison d'être des éléments de l'architecture et de la décoration. Donc dans ce concours, on retrouvait donc 11 architectes ou équipes qui ont répondu, et le programme consistait à restituer archéologiquement ou librement la villa Laurentine d'après le texte de la lettre. Et les dessins rendus ont été accompagnés de commentaires des auteurs. Donc, dans cette exposition, on avait d'une part des restitutions, il y avait une présentation de restitutions anciennes et modernes de la Villa Laurentine, donc par exemple celle faite par Scamozzi, celle faite par Félibien, mais aussi une autre par Schinkel et une dernière par Sohan. Et au niveau des propositions et des propositions réalisées lors du concours en 1981, on retrouvait on retrouvait les restitutions de Léon Crière et Bernard Huet, deux architectes relativement connus et importants du XXe siècle, mais aussi Manuel Iniguez et Alberto Ustaroz, et enfin David Begelman. Je n'ai pas forcément trouvé d'informations précises sur le nombre exact et quels étaient les participants, ni d'informations sur la scénographie et la manière dont les choses étaient présentées. Donc peut-être que vous pourrez nous en dire un mot après pour savoir comment ces choses-là ont été exposées. Et il y avait donc une comparaison aussi entre des propositions anciennes et plus récentes. Et donc quel était aussi l'intérêt de ce dialogue, enfin voilà. Et ensuite, concernant l'accueil dans le public et la presse, je n'ai pas forcément trouvé d'article précis sur l'exposition de Paris. Par contre, j'ai trouvé un autre article qui parlait d'une seconde exposition qui avait eu lieu 2 ans après à Montréal, au Canada, et qui était en lien avec ce concours et qui proposait une réflexion davantage liée à l'influence de l'architecture classique dans l'architecture domestique à Montréal. Et dans cet article, on trouve 2 extraits qui nous parlent des réactions ou quelle opinion le concours a pu provoquer. Donc l'exposition a suscité des interrogations sur le rôle de la restitution dans l'élaboration du vocabulaire et du système de l'architecture,
sur l'interrelation entre l'archéologue ou de l'architecte et des modèles qu'ils produisent, enfin sur la pertinence même du concours. Pour calmer les inquiétudes exprimées sur cette entreprise absurde de ressusciter un exercice en soi académique et peut-être dangereux, précisons tout de suite que la philosophie déclarée des organisateurs proposait l'exercice en interrogeant l'origine et la raison constructive, la base philosophique et la raison d'être des éléments de l'architecture et de la décoration. Il ne s'agit donc pas de masquer ni d'exalter la fonction de domination de la villa, ni de tourner en dérision les principes de l'architecture, et encore moins de tenter un procès en révision de l'architecture antique, mais d'alimenter une discussion philosophique par une documentation cohérente. Et enfin, qu'ils aient abordé l'exercice d'un point de vue archéologique ou en toute liberté, d'un point de vue architectural, les concurrents ont abouti à l'extrême diversité déjà observée dans les restitutions de leurs prédécesseurs. Cette diversité, loin de prouver la vanité de l'entreprise, en révèle les enjeux réels et la multiplicité des objectifs. Donc cette exposition, j'ai vu qu'elle était en partenariat avec l'Institut français d'architecture, donc quelle a été aussi même la nature de ce lien et enfin, voilà, quelles ont été les réactions face à cette exposition et même l'exportation d'expositions ailleurs à l'IFA. Oui, cette exposition est une exposition qui est assez savante. Vous avez vu avec le livre les participations des différents auteurs. L'idée de l'exposition vient de Pierre Pinon, qui est un ami, il est décédé, un ami de longue date avec qui on a fait plusieurs livres. Et ça m'a plu d'emblée, ici, hein. Voilà, merci. Ça m'a plu d'emblée parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis extrêmement fasciné, comme tant d'autres personnes, par la chute de l'Empire romain. Une chute qui, à ce jour, n'a pas d'explication, tellement elle en a. Une fois, on accuse les chrétiens, une fois, on va accuser le plomb dans l'eau qui aurait laminé l'aristocratie romaine. Il y a des centaines, je dirais, d'explications sur cette chute, qui est d'autant plus intrigante que nous sommes tellement plus près de Rome et des Romains que du Moyen-Âge. Vous avez sûrement vu le film Gladiator, hein, vous l'avez vu? Je dirais, on est avec eux, je dirais, en permanence dans la vie quotidienne, dans la nourriture, dans la manière même de penser, à la différence près que les esclaves d'aujourd'hui sont moins visibles que ceux de la Rome antique. Et cette passion pour Rome, on la trouve aussi dans ceux qui aiment la bande dessinée à travers Alix. Ça vous dit quelque chose de Jacques Martin, hein, qui restitue dans la bande dessinée énormément de villes romaines ou sous la domination romaine. Donc ce livre est lié à cette passion pour Rome qui ne m'a jamais quitté, je dirais. Encore aujourd'hui, je découvre Rome chaque année, donc voilà. Et donc, ce qui explique un peu pourquoi le choix de cette exposition, si vous voulez, voilà, qui est un goût personnel pour l'histoire de Rome. Et à travers les images, vous avez compris, comme tout le monde, que la lettre de Pline, écrite vers 70, je pense, plus ou moins, après Jésus-Christ, la lettre de Pline est suffisamment précise pour qu'on arrive à se promener dans la maison, mais suffisamment imprécise pour qu'on puisse l'interpréter assez librement. Et la lettre de Pline, depuis la Renaissance, il y a dû avoir autour de plusieurs centaines de restitutions. Hein. Si on dit 300, on ne doit pas être très loin de la vérité. Et les restitutions sont le miroir d'une époque. C'est à travers la lettre de Pline, chacun met dans ses restitutions ce qu'il a envie de dire à ses contemporains. Celle de Schinkel est très lointaine de la lettre de Pline, y compris même de la localisation. Dans les réponses qui ont été apportées au concours, il y en a une qui se dégage, qui est celle de Léon Krier, parce que
à travers cet exercice de restitution, Léon Krier va pour la première fois dans l'histoire de la restitution de la lettre diviser la villa de Pline en autant de pièces, en autant de bâtiments qu'il y a de pièces. Donc il va fragmenter la maison de Pline, alors que jusqu'alors, on pourrait dire que les restitutions étaient un peu tentaculaires. On entrait dans la maison et c'était sans fin, et ça faisait des ensembles un peu proliférants. Léon Krier va donc donner, on ne voit pas, mais va donner une forme à chaque pièce décrite dans la lettre à Gallus, qui est une sorte de lettre de château, au fond. Il remercie son visiteur en décrivant une de ses propriétés. Et Léon Krier, qui à cette époque-là est probablement celui qui est le plus à la pointe dans le domaine de la réflexion sur la ville européenne, à travers ses analyses théoriques des villes, la division en quartiers, la marche à pied, la différence entre architecture, je dirais, vernaculaire et monumentale, la question des perspectives. Bref, il va élaborer un corpus sur la ville européenne, et la villa de Pline est pour lui l'occasion, au fond, à travers un bâtiment, d'exprimer ses idées sur, au fond, la villa devient une ville avec ses rues, avec ses places. Et c'est intéressant de voir qu'ils ont réussi à appliquer cette idée dans le tribunal de Luxembourg avec son frère Rob Krier qui vient de décéder. Le tribunal de Luxembourg, qui s'est fait contre l'avis de tout le monde, surtout des architectes, est composé de autant de bâtiments, je dirais, qu'il y a de salles de réunion ou de pièces. Donc ça, je pense, c'était extrêmement intéressant. C'était donc la première fois qu'on restituait la ville de Pline en la découpant en morceaux et en faisant une petite ville. Voilà, c'était, je dirais, la forme de la présentation n'avait pas beaucoup d'importance. L'exposition et le livre était un moyen d'exprimer, si vous voulez, une pensée sur, d'abord de tendre la main à l'histoire romaine. Aussi, si vous avez lu le livre, ce qui est quand même assez intéressant, c'est la position de Léon Krier vis-à-vis des ruines, qui est une position contre les archéologues, surtout les archéologues contemporains, qui rejettent presque toujours l'idée de reconstruire un bâtiment à partir des ruines, alors que dans la première moitié du XIXe siècle, c'était quelque chose qui était accepté. Aujourd'hui, la crainte de faire une erreur est telle qu'on préfère laisser les champs de ruines en champs de ruines. Ce que je trouve, comme Léon Krier, assez dommage. Si on visite Ostia aujourd'hui, on pourrait reconstruire beaucoup plus la ville et avoir une impression. Même s'il y a des petites erreurs, c'est pas très grave, parce que nous vivons aujourd'hui comme un Romain à Ostie. On va dans un bar, on travaille, on est dans un port. Je dirais, la vie n'est pas très différente. Donc, à peu de choses près, on pourrait faire des reconstitutions plus importantes qui auront un avantage considérable, un peu comme le chantier de Notre-Dame aujourd'hui, où on a évité toutes les bêtises modernes, mais au fond, vous avez vu toute la charpente qui a été réalisée extrêmement vite et qui est en train d'être en place. Les bois ont été taillés à la hache. Vous voyez, ça n'empêche en rien d'utiliser à côté de ça des computers pour faciliter, je dirais, le montage, les relations sur le chantier. Et voilà, donc c'était aussi un essai pour dire qu'à partir, si vous voulez, de grands chantiers de reconstruction, on pourrait former un nombre incroyable d'artisans de grande qualité, sculpteurs, ferronniers, maîtres verriers. Et je sais, quand le chantier de Notre-Dame avait commencé, j'avais suggéré qu'on utilise le parvis de Notre-Dame pour faire un chantier expérimental ouvert à toutes les personnes et aux enfants pour susciter des vocations vers
cette architecture, je dirais, artisanale, aidée par la technique moderne. Voilà un peu, donc, je dirais, la manière dont tu as présenté les choses, c'était tout à fait traditionnel. Ce sont des photographies ou des dessins encadrés mis sur les murs, des maquettes. Ça n'avait rien de particulier parce qu'il n'y avait pas de message dans la scénographie. Le message était dans le livre et dans la... ben voilà, je crois que j'ai dû répondre plus ou moins à vos questions que je n'ai pas tout à fait compris, mais... C'est très bien, merci. J'y réponds un peu? Oui, oui. Il y avait une question sur le... C'est parti à Montréal? Ah oui, après oui, c'est vrai, oui. Sur l'exportation. Si j'ai été? Non, l'exposition est partie à Oui, elle Montréal. est allée à Montréal, oui. Au CCA? Oui, au CCA, parce qu'on avait on avait la capacité à l'époque, à cause de ce réseau d'amitié qui s'était lié autour de la réunion des musées d'architecture. Hein, ça s'appelle quoi? ICAM? l'ICAM. Voilà, donc les gens qui traitaient les archives à l'époque se retrouvaient une fois par an, et donc ça permettait d'avoir des échanges d'expositions. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bonjour. Je vais vous parler moi, de l'exposition Roger-Henri Expert, architecte, donc 1882-1955, qui a eu lieu à l'IFA d'avril à juin 83. Donc, ce qui est intéressant avec cette exposition, c'est qu'elle a été réalisée 30 ans après la mort de l'architecte. Et donc cet architecte a marqué son temps, et il nous reste aujourd'hui, par exemple, les fontaines du Trocadéro, ici à Paris. Il a réalisé plusieurs villas autour de sa région natale, notamment autour d'Arcachon, et a marqué aussi beaucoup les esprits avec des réalisations de lumière et de fontaines pour l'exposition coloniale de 1931. L'affiche de l'exposition qu'on peut voir comporte une illustration qui semble être faite à l'aquarelle avec des couleurs assez pastel. Et en fait, je trouve le choix de cette illustration assez intéressant parce qu'il reflète un peu l'aura qui semblait émaner du personnage, c'est-à-dire un gentleman architecte, si je cite l'avant-propos dans le catalogue de l'exposition, dont le style était un mélange de moderne et de classique, empruntant à l'élégance et à la délicatesse en même temps. Donc le catalogue de l'exposition est en fait un livre, voilà, qui comporte 240 pages et retrace son œuvre, ses réalisations, ses amitiés, sa vie. Voilà. Donc l'exposition a eu lieu dans les locaux de l'Institut français d'architecture qui était localisé à l'hôtel de Brancas, au 6 rue de Tournon dans le 6e arrondissement. Et donc en fait, ces locaux avaient été ouverts au public 2 ans auparavant. Donc d'après ce qui est noté dans le livre, en fait, ce livre est le 3e qui a été publié, et donc on peut peut-être supposer qu'il s'agissait de la 3e exposition dans cet endroit-là. Et donc ce qui est également intéressant, c'est que dans l'avant-propos, qui a été rédigé d'ailleurs par vous, Maurice Culot, on explique un peu la volonté derrière cette exposition, qui était donc de remettre en valeur un architecte qui aurait pu être oublié, de le remettre au goût du jour, on va dire, et d'éclairer à nouveau son œuvre qui a marqué son temps, mais qui a pu être oubliée, et de mettre à nouveau en lumière sa démarche à la rencontre de la modernité et d'une permanence classique qui pouvait être fascinante au moment de l'exposition et toujours encore aujourd'hui. Donc en termes d'archives, par rapport aux documents qu'on a concernant l'exposition, c'est beaucoup de photos, de négatifs, de planches contact. Donc là, on en a un peu un exemple. Je ne les ai pas trop zoomés parce que la résolution ne le permettait pas forcément. Mais
Voilà, donc ça permet de se rendre compte un petit peu de comment l'exposition s'était organisée, comment les gens pouvaient évoluer, la pratiquer, et aussi ça permet de se rendre compte des dimensions, des dispositifs mis en place. Donc d'après les principaux éléments dont on dispose, on peut voir que l'accrochage a été plutôt classique, avec des documents d'une nature assez plurielle, donc des dessins, des photographies principalement, une forme quand même assez dense, puisque c'est une exposition qui retrace toute la vie de cet architecte. Et donc, pour ce qui est de la nature des simèses, par exemple, elles suivent en fait la forme de la pièce, à peu près, avec une sorte de simplicité et de frontalité. Et les dimensions paraissent être plutôt mesurées par rapport aux besoins de l'exposition. Donc elles ne font pas oublier le lieu dans lequel on se trouve, avec une forme de respect et presque même de retenue. Donc on ne tente pas d'occulter l'endroit pour en recréer un autre, et on se contente de la place nécessaire aux œuvres. La spécificité de la scénographie se trouve peut-être dans les ajouts qui ont été mises en place, comme par exemple la légère surélévation des simèses, qui permet de donner une impression de flottement et de légèreté, qui contraste avec l'histoire du bâtiment dans lequel on se trouve, et la pierre de taille, par exemple, très lourde. On a aussi des éléments de mobilier, comme par exemple le fauteuil qu'on voit, qui permettent de s'asseoir et donc d'observer les photos, les images. Et ce qui est intéressant aussi, et qui est assez singulier, c'est la présence de végétation en fait au sein de l'exposition. Donc pourquoi on a utilisé de la végétation, ça, j'ai pas la réponse précise, mais je peux faire des suppositions. Peut-être une volonté de faire référence à une atmosphère en lien avec les origines arcachonnaises et les villas de bord de mer de Expert, mais aussi peut-être l'envie de recréer une forme de jardin dans lesquels ont pu prendre place, par exemple, les féeries lumineuses du bois de Vincennes, qui ont été très connues. Voilà, donc là, par exemple, dans l'exposition, on a mis en place un des plafonniers utilisés pour l'exposition donc coloniale de Paris en 1931 au bois de Vincennes, avec un dessin qui provient des archives. Voilà. Donc, dans les archives, on retrouve aussi des dessins originaux et des photographies. Et on peut supposer qu'elles ont été mises en regard au sein de l'exposition. Donc là, on a par exemple la Villa Kypris, un dessin original, avec une photographie de la villa une fois réalisée. Ici, c'est la même chose avec la Villa Tétis. Et donc là, c'est l'intérieur. Ensuite, dans les documents provenant des archives, on a ce type de choses qui semblent être des cartels. Donc, j'en ai pas retrouvé l'emplacement précis dans les photos de l'exposition, mais donc je suppose que c'était des cartels. Donc en vert noir. Après, on pourrait dire que ça reflète une esthétique qui de sobriété et d'élégance qui correspond à l'esthétique de l'architecte, mais je ne sais pas si ça a été la même chose pour toutes les expositions ou si c'était spécifique pour celle-là. En tout cas, ça marche pour celle-ci. Voilà, et pour terminer, je voudrais vous parler des coupures de presse. Donc on a eu un accueil assez... un écho qui a été surtout local, donc c'est-à-dire qu'on a eu 2 articles à Paris et 3 à Bordeaux, parce qu'en fait, avant l'exposition qui a eu lieu à Paris à l'IFA, l'exposition a eu lieu aussi à Bordeaux. L'accueil de la presse semble corroborer la volonté de l'IFA de promouvoir une diffusion de la culture architecturale
Et donc, en effet, dans un des articles, par exemple, du Diago Flash, qui est un supplément mensuel de la revue Diagonale, on parle d'une œuvre méconnue de cet architecte qui suscite l'engouement du grand public, donc une remise au goût du jour de l'œuvre de l'architecte. Et également, on a par exemple le titre du Sud-Ouest qui dit que Expert, l'oublié girondin, enfin réhabilité à Bordeaux. Donc tout cela permet d'apporter une nouvelle appréciation de son œuvre dans une volonté de mémoire, de patrimoine et de diffusion de la culture architecturale. Merci beaucoup. Vous savez, Winston Churchill disait « no sport ». Moi, je ne dirais pas de scénographie. Et quand vous parlez des plantes dans l'exposition de Bordeaux, ce sont les administrations communales qui ont horreur du vide, qui ont été mettre des plantes vertes un peu partout. Ce n'était pas du tout une intention. Et l'exposition de Bordeaux, c'était le retour d'Expert dans sa ville natale. Il est décédé dans le Bordelais, au château de Cérons. Ça vous dit quelque chose, Cérons? Il y a un vin blanc sucré, un des meilleurs. Je vous le conseille vivement parce qu'il n'est pas très cher. Et à Cérons, on peut visiter dans le château la chambre à l'époque, où Roger Expert s'était éteint. Expert, c'était l'architecte français. C'était le plus britannique des architectes français. Il s'habillait un peu comme un Anglais, une petite moustache, et quand on était accueillis à la société, la SADG, rue de... Ils étaient où la SADG, tu te souviens? Non. On était accueillis par un buste d'Expert, par Sarah Bezol, son amie, je pense. Expert était un pur produit de l'école des Beaux-Arts. Il avait donc lié des amitiés avec les peintres, avec les sculpteurs, et qu'il faisait généralement travailler dans ses projets. C'était l'époque aussi, j'en profite pour vous parler en deux mots de une de mes dernières publications. C'est une époque où l'unité entre les différentes disciplines, architecture, sculpture, gravure, peinture, se faisait notamment à travers le bal des Quatre Arts. Ça ne vous dit rien parce que vous êtes trop jeune, mais je viens de publier un livre qui raconte l'histoire du bal des Quatre Arts par Isabelle Comte, qui est une historienne de l'art, et qui raconte à travers ce qui reste de ce bal, des invitations, des affiches, combien c'était un moment important dans la structuration de l'école. C'était pas seulement une orgie qui avait lieu une fois par an, mais c'était aussi un moment où l'école trouvait un peu son unité. Donc Roger Expert, je l'ai découvert, je pense que la première exposition que j'ai faite à l'IFA, si je me souviens bien, était consacrée à la ville d'hiver d'Arcachon. Vous voyez ce que c'est la ville d'hiver d'Arcachon? Vous connaissez? C'est donc un ensemble qui est construit à la fin du 19e siècle, à côté de la ville d'Arcachon. En fait, c'est une ville qui est faite pour accueillir les tuberculeux. Et les tuberculeux, je dirais, qui avaient des moyens de se rendre à Arcachon, de construire une villa, parce qu'on pensait que la tuberculose pouvait mieux se guérir au milieu des pins et au bord de la mer. En fait, le bord de la mer, c'est pas très bon pour les tuberculeux en réalité. Mais bon. Et en faisant cette exposition qui était la redécouverte d'un projet des frères Perrer, puisqu'au fond, les gens qui faisaient les chemins de fer faisaient toujours des spéculations immobilières autour de... Voilà, lorsque le train va arriver à Arcachon, les banquiers vont acheter des terrains et construire cette ville d'hiver, si vous voulez, mais qui est... si vous regardez l'histoire d'Arcachon, c'est une ville dont les maires sont des médecins pendant très longtemps. Ça a changé depuis très peu de temps. Il y avait une tradition médicale. Lors de cette exposition, j'ai vu à Arcachon les villas de Roger Expert qui m'ont absolument séduite parce que c'était des villas inspirées par Rome, par Pompéi. Et c'était à la fois
il avait simplifié évidemment les formes et le décor, mais c'était d'une telle élégance que j'ai été emballé par Roger Expert, et puis j'ai eu l'idée donc de faire une exposition sur lui. Et c'était un homme assez étonnant parce que il a travaillé longtemps pour Granet, qui était le gendre d'Eiffel. La tour Eiffel qu'on voit aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la tour Eiffel d'Eiffel. C'est-à-dire que Granet, en 1937, a enlevé toute la décoration d'Eiffel, hein, il y avait toutes des petites logis en métal. Il a mis une grande dalle plate au premier étage. Et Expert, qui était un collègue de Granet avait beaucoup d'affaires. Et donc, il a sous-traité à Expert des œuvres. Et si vous allez rue de Sex, vous avez des immeubles de Granet, mais dans la façade, Expert a mis sa tête qui sort de la façade et il a mis la tête de sa maîtresse. L'architecte regarde sa maîtresse. Ça montre combien les architectes étaient inventifs et amusants. Et si vous allez près du Champ de Mars voir la maison de la Virotte, vous allez voir un balcon soutenu par une paire de bœufs basques. Qu'est-ce qu'ils font là? On ne sait pas, mais c'est magnifique. Voilà, et donc Expert était pour moi une découverte, je ne connaissais pas, et à travers les plans conservés à l'Académie d'architecture et avec les photographies de Dominique Delaunay, qui a été mon collaborateur pendant tant d'années, un si bon photographe, on a donc pu rendre des images d'Expert en couleur. On ne connaissait les images qu'en noir et blanc. Hein. Il avait été assez publié quand même de son vivant. Voilà, cette exposition Expert, c'est aussi la découverte de tant d'architectes dont on ne parlait plus à l'époque. Et il y a 3 ans, quand j'ai eu 80 ans, je me suis dit, je dois avoir un grand projet pour les années qui me restent à vivre. Et ce grand projet, c'est de faire une collection de livres sur les 210 villes qui forment la métropole parisienne. Je ne verrai pas la fin de la collection parce qu'il y a trop de villes. On en a déjà fait une dizaine. Et le prochain livre, qui va sortir au printemps, est consacré à la ville de Saint-Ouen, près de Paris. Curieusement, qui est une ville connue dans le monde entier à cause de son marché. Mais la ville elle-même est absolument inconnue. Et quand nous faisons ces livres avec ma collaboratrice, on fait toutes les rues de la ville à pied. Voilà. Et la période auquel on s'attache, c'est la période fin 19e, on pourrait dire 1950. Voilà, on ne va pas au-delà. Et en faisant ces livres, par exemple, je me suis rendu compte depuis quelques années qu'il fallait écrire, ce serait intéressant d'écrire une véritable histoire de l'architecture, qui ne serait pas celle des exceptions, mais de celle de tous ces inconnus qui ont fait la ville et qui sont en majorité formidables. Je pourrais vous dire des centaines de noms, ils ne vous diraient absolument rien. Je suis sûr que M. Dubouillon, qui est un génie authentique de l'art déco formidable, voilà, tous ces architectes sont absolument oubliés. Souvent, leurs archives ont été détruites parce que, comme on ne s'intéressait pas à eux, eh bien, on a détruit les archives. Ils étaient peu publiés, ou parfois dans des revues marginales ou discrètes. Et donc, le point de départ, on pourrait dire, est Roger Expert. Aujourd'hui, et je pense dans quelques années, on écrira d'autres histoires de l'architecture qui seront plus généreuses, qui seront plus ouvertes à toutes les tendances, qui ne seront pas télescopiques vers l'architecture moderne. Le Corbusier n'a plus besoin de livres, il y en a des milliers sur lui. Voilà, donc on pourrait ainsi, et c'est un peu l'héritage de cette exposition, on pourrait, je veux dire, les écoles ont un grand rôle à jouer parce que à travers des mémoires, des thèses, si cette jeune fille n'avait pas fait la thèse sur le bal des 4 arts, il n'y aurait pas eu de livre sur le bal des 4 arts, on n'aurait pas redécouvert toute cette effervescence de l'école des beaux-arts. Et ce n'est pas évident. Quand nous avons demandé de l'argent au CNL pour le livre sur les 4 arts,
On m'a répondu, vous n'en aurez pas parce que votre livre n'est pas politiquement correct. C'est-à-dire l'influence de la culture woke aujourd'hui est tellement importante, et la raison pour laquelle on a refusé de nous donner une subvention au CNL, c'est que dans le bal des Quatre Arts, il y avait une garde noire, c'est-à-dire le service d'ordre du bal, comme il y a un syndicat, un service d'ordre, et pour se reconnaître, il se passait au bouchon noir. Et donc ça a été considéré comme quelque chose qui n'était plus adéquat de montrer aujourd'hui. Mais alors, si on censure l'histoire de cette manière-là, on ne va plus lire Marx qui était antisémite, on ne va plus lire Tintin, on ne va plus lire Simenon. Je dis, si on réécrit l'histoire comme ça va faire une histoire terriblement pauvre et je dirais une histoire peu digne d'une démocratie. Donc, voilà un peu, si vous voulez, ce qui va m'occuper pendant les années qui me restent à vivre, c'est de faire ressurgir de l'obscurité le plus grand nombre possible d'architectes qui ont œuvré dans ces années entre la fin du 19e et 1950, qui étaient à 99% tous excellents. Et avec cette idée, si vous aimez des bâtiments, je vais vous donner un conseil, parce que vous êtes jeune encore, si vous aimez un bâtiment, n'hésitez pas à l'embrasser. Vous le prenez et vous embrassez la pierre et vous l'encouragez à continuer, à être là, à rester, parce que c'est nécessaire, parce que sinon plus personne ne lève les yeux. On vend 10 fois moins de livres aujourd'hui que quand j'ai commencé il y a 50 ans. Je voyais mes premières éditions étaient à 7000 exemplaires. Aujourd'hui, on se demande si on peut en faire 1000. Donc, il y a une chute absolument étonnante de la lecture et de la connaissance par le livre. Voilà, donc ça c'est mon héritage à Roger Expert. L'exposition n'avait pas d'intérêt. La scénographie, c'était toujours des panneaux blancs avec un parcours, mais je dirais c'était absolument basique et ne vous questionnez pas sur les plantes ou sur la scénographie. Il vaut mieux se questionner sur le contenu de l'exposition et voilà ce qu'elle a produit après, si vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aurais juste une petite question pour vous, Maurice Culot. Cette œuvre d'auteur, cette œuvre d'éditeur et malgré tout quand même cette œuvre de commissaire d'exposition, elle est liée à la collecte des archives quand même. Et donc, je voulais un peu vous entendre sur cette dynamique collecte d'archives et puis valorisation, que ce soit par l'écrit, par le livre ou par l'exposition. Comment ça s'est décidé au fur et à mesure, cette programmation, ce choix, cette sélection de sujets? Quand j'ai fini mes études, je suis parti aux États-Unis parce que j'étais amoureux de Frank Lloyd Wright, l'architecte américain, où j'ai été faire un stage chez lui. Et puis ensuite, je suis passé chez Paolo Soleri, qui avait son campus qui était juste à côté. Et quand je suis rentré à Bruxelles, en 1966, je pense, je ne me souviens plus très bien, j'ai loué une maison que je trouvais extrêmement belle, qui était des ateliers d'artistes qui avaient accueilli les peintres du groupe Cobra. Vous voyez qui c'est, Cobra, hein. Et cet atelier était fantastique et la maison était abandonnée. J'ai réussi à trouver le propriétaire, à la louer dans les caves. J'ai trouvé un dessin et qui servait de protection. On avait posé des meubles dessus. Quand je l'ai ouvert, le dessin représentait une maison du peuple et était daté de 1917, Antoine Pompe et Fernand Botson. Et ces deux noms ne me disaient rien, car on n'en avait jamais parlé pendant les cours d'histoire de l'art. Et j'ai ouvert l'annuaire téléphonique, j'ai vu le nom de M. Pompe. Il avait 94 ans. J'étais chez lui, j'ai sonné, j'ai ouvert la porte et a commencé une conversation avec ce vieil architecte qui m'a ouvert les portes, au fond, les portes du XXe siècle architectural. Et de fil en aiguille, on a fait une exposition. Et pour le mettre dans son temps, j'ai été voir toutes les familles d'architectes. Entre 1900, l'exposition s'appelait Antoine Pompe et les formes modernes, 1900-1940. J'ai été donc voir les héritiers, quelques architectes survivants encore de cette époque. On a emprunté des documents.
Et avec ces documents, on a fait une exposition. Et au terme de l'exposition, les familles m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah, écoutez, on va les rassembler. On a créé à ce moment-là les archives d'architecture moderne, car personne ne s'intéressait aux archives des architectes. En général, elles étaient détruites. Quelquefois, ici à Paris, l'école de Monsieur Poupée à l'école des... Comment ça s'appelle là? Poupée, l'école des métiers d'art, c'est ça? L'école des métiers? Non. Le CLAM, oui. Oui, des arts et métiers conservaient des documents d'architecture. C'était un peu les seuls qui avaient fait ça. Et l'Académie d'architecture gardait, eux, seulement des beaux dessins. Mais la question d'archives, dans sa complexité, avec tout ce que ça veut dire, la correspondance, les publicités, les photographies, les maquettes, etc., il n'y avait pas vraiment de politique. Voilà. Et donc, à partir de ça, j'ai créé ces archives qui, aujourd'hui, sont intégrées dans le nouveau centre Pompidou qui va ouvrir à Bruxelles dans 2 ans, dans un ancien garage conçu par Ravazé. Vous voyez qui cet architecte? C'est l'architecte français qui était le spécialiste des garages Citroën, entre autres. Et ce grand garage Citroën va devenir le centre Pompidou de Bruxelles. Donc, toute la collection a été transférée, sera abritée dans ce nouveau musée. Et c'est en raison de ce travail sur les archives et sur la recommandation du directeur du musée des arts décoratifs, M. Matet, qu'on est venu me trouver quand on a créé l'Institut français d'architecture pour créer ou réfléchir d'abord sur ce qu'on pouvait faire sur les archives privées des architectes en France. Et ça a donné lieu à cette collection qui est aujourd'hui conservée ici dans la Cité du patrimoine. Et ça a permis de sauvegarder un nombre considérable de fonds. Je pense qui sinon seraient probablement disparus. Je pense par exemple le fonds d'Henri-Jacques Lemame, qu'on a pu conserver dans son intégrité, et nombre d'autres fonds. Voilà un peu, si vous voulez, l'intérêt de ces archives. C'est pas tellement un intérêt, c'est pas seulement un intérêt esthétique. Je viens de publier un livre sur, j'ai travaillé pendant 10 ans sur l'histoire des architectes décorateurs belges pendant l'entre-deux-guerres. Et simplement à travers la publicité qu'utilisaient ces architectes, on peut se rendre compte, par exemple, que tout leur travail est le reflet d'une évolution de la société. Pourquoi le mobilier change-t-il après 1920? Simplement parce qu'on met le chauffage central dans les habitations et que le mobilier en bois plein éclate. Donc on va inventer le contreplaqué. Et toute l'histoire, au fond, du meuble, que ce soit en France, en Hollande, est une histoire en fait de la société. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est au-delà du côté esthétique, c'est de pouvoir se mettre dans les pas des gens qui nous ont précédés. Et si on ne fait pas attention aux gens qui étaient avant nous, si vous ne le faites pas, on ne fera pas attention à vous non plus. Donc c'est très important de tendre la main vers le passé, même si ce n'est pas toujours aisé, et de se mettre dans les pas de ceux qui étaient là avant nous. Voilà un peu, je pense, l'idée des archives. Je pense que les pires ennemis des archives, ce sont malheureusement les archivistes. Les archivistes n'ont pas de projet sur les archives à part les classer. Et ce sont les historiens d'art et les architectes qui le veulent, qui peuvent les rendre vivantes à travers le livre, l'exposition et le récit, pour les placer dans un récit de société. Voilà, voilà la réponse à votre question. Merci beaucoup. Moi, je voulais peut-être souligner une chose pour faire le pont avec Francis Rambert tout à l'heure sur la question de l'imagination dans les expositions. Je soulignais le fait que l'exposition de Ricciotti, quelque part, supprimait les représentations pour nous mettre au contact des édifices au plus proche alors qu'ils ne sont pas là. Et ce que je trouve très beau dans le cas de la Villa Laurentine, c'est cet exercice très différent qui consisterait à dire d'un bâtiment dont on n'a plus de traces, mais dont on a une matrice qui fait travailler l'imagination qu'est le texte.
on peut se donner le plaisir de l'exposition pour reparcourir quelque chose qui n'est pas là. Voilà. Donc je voulais souligner ça, et je dois dire, ça résonne aussi, je me permets une remarque personnelle, une résonance avec des cas que j'ai pu croiser dans mes propres recherches. Je pense à la volière de Varon, ou encore le théâtre de Curion, qui sont aussi des modèles de l'Antiquité qui ont parfaitement disparu, mais dont j'ai été étonné de trouver des tas de représentations qui me font dire qu'en effet, on peut faire des recherches et peut-être des parcours imaginaires à travers ces reconstitutions a posteriori. Oui, la restitution, d'après des descriptions, est quelque chose qui est terriblement stimulant. Le petit livre de non-vivants se termine par la description. Il est allé visiter une jeune femme, et ça se termine par la description de sa chambre, qui serait formidable à restituer comme sujet d'étude. Et quand je suis arrivé à Paris, j'étais appelé très rapidement par une association de défense du quartier de la Goutte d'Or. Vous voyez la Goutte d'Or, quartier populaire de Paris, et qui était malheureusement, qui a été menacé et qui a été largement détruit pour des raisons politiques idiotes. C'est quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, ils voulaient avoir un grand projet sur le social, et on a dit, bien, on va transformer la Goutte d'Or, ce qui était une bêtise totale, parce que la Goutte d'Or était un lieu d'intégration des étrangers qui arrivaient dans Paris. Et c'était un quartier extrêmement vivant et qu'il fallait traiter comme de la dentelle. Il fallait réhabiliter, pas tout démolir comme ça a été fait. Mais voilà, c'était l'époque et ça s'est malheureusement fait. Et quand j'ai fait ce livre pour défendre la Goutte d'Or, j'ai pris les carnets de Zola. Et Zola a écrit L'Assommoir. Vous avez sûrement lu hein, L'Assommoir de Zola, qui est un livre assez merveilleux parce qu'à travers la vie de Gervaise, qui habite dans ce qu'on appelle la grande caserne, Zola est très précis, mais le bâtiment principal qu'il décrit dans l'Assommoir ne pourrait pas se trouver là. C'est impossible de mettre une grande caserne, il n'y a pas l'espace. Oui, donc c'est un naturaliste, mais il prenait des libertés très grandes. Et quand j'ai visité donc la Goutte d'Or avec les carnets de Zola, et j'ai vu que tous les bâtiments qu'il décrivait étaient là. Et ça aurait été une véritable raison pour que la littérature aide l'architecture à survivre et qu'on emploie des méthodes, pas des méthodes barbares de démolition comme ça a été fait sans tenir compte de l'esprit du quartier, mais là on avait un appui formidable de la littérature et on a fait des contre-projets en s'appuyant sur les descriptions de Zola, qui étaient plus précises que celles de la lettre de Pline. Et en plus, les bâtiments, souvent, étaient encore là. Donc, voilà, c'est la littérature ou l'écriture peut être une aide formidable pour conforter l'architecture et donner du sens au projet que l'on fait. Je dirais que c'est plus passionnant d'aborder l'architecture comme ça qu'à travers le défilé des projets des vedettes et des stars. Voilà. Parce que la plupart d'entre nous, on ne sera pas des vedettes et des stars. Hein. Je ne pense pas. Il y a peu de chance quand même. Hein. Quand on pense qu'il y a un Picasso par siècle, il ne faut pas trop rêver. Mais voilà, donc cette motivation, c'est toujours le lien avec les gens qui étaient avant nous, essayer de les connaître, dire pourquoi ils ont fait ça, de se mettre dans leurs pas. Et quand on fait ça, on fait les meilleures restitutions qu'on peut imaginer d'un bâtiment. Donc c'est essayer d'avoir un regard extrêmement généreux sur l'architecture et pas un regard que sur les exceptions. Voilà. Donc l'aide des archives est très importante. C'est pour ça d'ailleurs que les architectes ne les aiment pas beaucoup, ont tendance à l'architecture contemporaine, contrairement à ce qu'on dit, est toujours celle de la table rase. Voilà, sans lien avec l'histoire, sans lien avec le passé. Et on ne change pas l'histoire par des textes ou par des théories. Ça ne s'est jamais vu. L'histoire de l'architecture, elle change à cause d'événements qui font qu'elle doit changer. Aujourd'hui, si vous voulez, la question du climat fait qu'on ne va plus faire des immeubles entièrement vitrés.
la tour du Haut de Jean Nouvel est dépassée déjà avant même d'être construite. Elle était dépassée. C'est toute une pure aberration. À la fois, si vous voulez, cette imposition du climat va faire revenir l'architecture à des fenêtres verticales, pas trop. L'isolation par l'extérieur, ça peut s'avérer pour Paris une bêtise totale. Imaginez qu'on isole les bâtiments d'Haussmann par l'extérieur. Qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Il vaudrait mieux acheter des pulls, comme moi j'en mets quand j'ai un peu froid, que de dépenser de l'argent inutilement. Il y a des écologistes qui rêvent de peindre les toits de Paris en blanc. Mais on va où, là? Je dirais, voilà, on a un devoir de respect, de considération pour le passé qu'on ne peut pas effacer au nom de simples questions qui deviennent écologiques, absurdes, si on les pousse à fond. Voilà, donc, voilà, c'était simplement pour vous dire que les archives nous apprennent toujours énormément, et parfois des histoires amusantes. Le livre que je fais sur Saint-Ouen m'a fait découvrir un architecte, mais qui est un vrai génie, mais qui était un voyou. C'est le Caravage d'architecture. Sa femme lui avait jeté de l'acide au visage. Ensuite, il avait volé son patron, il avait été en prison. Un vrai voyou et un génie, vous voyez, voilà. Donc, quand le livre de Saint-Ouen sortira, procurez-vous et vous verrez une notice sur cet architecte fantastique, voilà, génie et voyou. Merci infiniment Maurice Collot. Je crois qu'on peut l'applaudir. On va enchaîner avec les expositions de Corinne Bellier. Bonjour. Je vais vous parler maintenant de Henri Labrouste. Donc, l'exposition se nomme Henri Labrouste 1875, architecte, la structure mise en lumière. Donc, c'est une exposition de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui a été en coproduction également avec le MoMA de New York, également la Bibliothèque nationale de France, qui a bénéficié également du mécénat de la Compagnie Saint-Gobain, ainsi que d'autres partenaires. Donc l'exposition, elle a d'abord eu lieu ici même à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, du 11 octobre 2012 au 7 janvier 2013. Et l'exposition a ensuite voyagé justement à New York au MoMA, et elle a été présente donc, du 15 mars 2013 au 24 juin 2013. Pour cette exposition, il y a eu 3 commissaires d'exposition. Donc Corinne Bellier qui est présente, merci. Également Barry Bergdoll et Marc Lecoeur. La scénographie dont je vais ensuite parler a été faite par Manuel Gautran. Et donc on a le catalogue d'exposition juste ici, qui est également de l'édition Nicolas Chaudin et qui a également été publié en anglais avec le MoMA. Donc l'exposition, comme j'ai pu le dire, elle a eu lieu ici, donc à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Elle a eu lieu plus précisément dans la cathédrale. C'est un lieu qui a été très important pour cette exposition, puisqu'il fait écho aux voûtes en berceau de la Bibliothèque Sainte-Geneviève et aussi aux coupoles de la Bibliothèque nationale. Ce lieu fait environ 400 mètres carrés et il a également permis de mettre en lumière environ 200 œuvres qui ont été de nature très diverse. Et il y a également une citation que j'ai beaucoup aimée. Donc, Henri Labrouste est l'un des rares architectes du XIXe siècle dont l'œuvre n'a jamais cessé d'être une référence, tant en France qu'à l'étranger, puisque on en parle également encore aujourd'hui dans les écoles d'architecture, mais il est connu pour ses œuvres, pour ses ornements, et également pour sa pensée, qui au final s'est étendue au fil des années, et qui n'a pas été seul, qui ne s'est pas cantonné à ses productions. Donc l'exposition, elle s'est composée en 3 séquences, puisque l'exposition se place dans une lignée de monographies. La première séquence a pour titre l'imaginaire romantique. Elle traite de la partie de sa vie où il a pu aller à Rome et gagner justement le Grand Prix de Rome, et ensuite son séjour à la Villa Médicis, et ensuite du coup
on peut voir ses premières années à Paris. Ensuite, la deuxième séquence se nomme les lieux du savoir. Donc cette partie-là est plutôt sur la Brousse comme un constructeur et traite également de ses deux œuvres principales pour lesquelles il est très connu, donc la Bibliothèque Sainte-Geneviève et la Bibliothèque nationale. Enfin, on a la séquence 3 qui se nomme Postérité et affinité, où on pourra retrouver justement l'influence, sa grande influence même, et l'inspiration qu'il a eue pour les générations futures et suivantes. Donc la scénographie a été pensée autour de l'idée d'un ruban. Le ruban, selon moi et selon ce que j'ai compris également, il marque le rythme. C'est un ruban qui est au sol et qui court et qui se transforme tout au long de l'espace, qui se transforme tour à tour pour devenir une table, mais également des voûtes. Cet élément et ce concept est très important puisqu'il rend hommage à la légèreté et à la délicatesse des structures métalliques que la Brousse a développées durant sa carrière. Donc ensuite, voilà, c'est cette idée-là qu'on peut voir et on peut également voir en plan, donc du coup, le cheminement de l'exposition qui se fait en partie, en séquence, qu'on a pu voir juste avant. Ensuite, on peut voir des élévations de l'exposition puisque l'œuvre, en tout cas l'exposition a été très documentée et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir voir comment les différents supports qui seront utilisés pour l'exposition, qui seront de très grande nature, peuvent être insérés dans un espace et donc comment intégrer au mieux les œuvres dans le contexte. Donc on peut voir que l'exposition elle est composée de 6 messes latérales, mais aussi centrales, et de tablettes et de tables pour justement accueillir les œuvres et qui sont de nature très diverse. Donc pour cela, voilà quelques photographies de l'exposition. Donc on peut voir des photographies justement anciennes, des dessins de la main de la Brousse. On a également des maquettes qui sont aussi anciennes ou alors qui ont été reproduites pour l'exposition. On a d'autres supports qui sont des sculptures ou des médailles qu'on a pu retrouver. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que on a également eu des projections dans ce lieu, donc en hauteur d'images ou de films. Et ça permettait aux spectateurs de pouvoir être intégrés et aussi de ressentir l'œuvre en quelque sorte. Et ça met également en valeur le lieu qui lui-même se rapporte à l'œuvre de la Brousse. Donc la richesse de ces œuvres et la variété justement des représentations montrent avec cette combinaison le cheminement de l'exposition, mais aussi la richesse de son travail. Il y a également donc, le catalogue d'exposition, comme j'ai pu évoquer. Donc à gauche, on a la version française, puis au centre, la version anglaise donc, qui a été rééditée. Et on a également une publication hors série de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui témoigne et qui montre aussi l'importance de la Brousse et qui justement mettent en valeur également l'exposition. Ces publications et cette exposition montrent la collaboration entre diverses parties et justement par la diversité des œuvres et la diversité du coup de leur provenance, puisque on a des œuvres qui ont été prêtées justement par la Cité de l'Architecture, par les Beaux-Arts de Paris, le musée d'Orsay par exemple, et donc on peut retrouver des listes de visuels. Donc ça c'est plutôt pour une partie technique, mais qui sont aussi intéressants pour nous en tant qu'architectes de connaître et de montrer comment on peut référencer des œuvres et que c'est un travail collectif. Donc ensuite, on a une partie à l'entrée qui parlait plutôt justement des partenaires qui ont une place également importante, puisque lorsque j'ai pu lire justement le dossier de recherche de partenaires, on cherche des partenaires qui participeront à l'élaboration de
de l'exposition et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc et surtout, je ne connaissais pas réellement ça. Donc j'ai apprécié en tout cas découvrir des documents et comment on pouvait faire justement cela. Et en dernier, je voudrais conclure en disant que l'exposition, elle avait aussi une autre dimension puisque ça ne s'arrêtait pas qu'à l'exposition et au catalogue, mais on avait aussi des activités qui ont été associées et que justement pour, encore une fois, montrer l'œuvre de Labrouste et faire découvrir un peu plus ou des choses que l'on ne pourrait pas montrer en exposition, donc avec des promenades urbaines ou alors des tables rondes pour pouvoir en discuter et permettre justement d'intégrer tout le monde et encore une fois de découvrir de nouvelles choses sur un très grand architecte qui a marqué l'histoire de l'architecture. Merci. Merci pour ce tour d'horizon de tout l'écosystème de l'exposition. Alors, peut-être aborder l'exposition effectivement par déjà la question enfin, du pourquoi cette expo et à ce moment-là à la Cité de l'Architecture. Là, on est quand même... la décision de l'exposition a dû être prise en 2010, fin 2009, début 2010, donc peu de temps après l'ouverture de la Cité. Pour une institution, c'est important de nouer des partenariats et des partenariats internationaux. Une collaboration avec le MoMA, c'était une formidable opportunité pour développer le rayonnement et le prestige en fait, de la Cité de l'Architecture. Donc ça, c'était un point qui était particulièrement important. Et en fait, la dimension partenariale de l'exposition, elle a été cruciale. Elle est assez exemplaire de ce qui se passe sur nombreuses grandes expositions qui itinèrent, puisqu'en fait là on avait 3 institutions, la Bibliothèque nationale de France qui avait une bonne partie des fonds, la Cité de l'Architecture et le MoMA à New York, mais il y avait aussi en fait le Musée d'Orsay, l'Académie d'Architecture et la Bibliothèque Sainte-Geneviève. C'est-à-dire qu'en fait le nombre de conventions de partenariat à signer a été assez important pour ce projet-là. Ce qui était intéressant en fait dans ces partenariats aussi, c'est en fait les objectifs poursuivis par chaque institution. C'est-à-dire du côté de la Bibliothèque nationale de France, on était en plein sur les travaux sur la salle Labrouste. La bibliothèque était intéressée d'une part pour annoncer en fait l'ouverture à venir de la salle qui a eu lieu, je pense, donc 1 ou 2 ans plus tard, j'ai plus la chronologie en tête. C'est une formidable restauration qui a eu lieu, c'est quelque chose d'exemplaire. On a vraiment redécouvert la brousse, la polychromie de la salle a changé en fait lors des travaux. Donc ça, c'était vraiment un point important pour la Bibliothèque nationale. C'est aussi pour la Bibliothèque nationale une mise en valeur, une restauration du fonds. En fait, la brousse qui était en sa possession, un fonds très important. La bibliothèque a un certain nombre de grands architectes, tels que Brognard aussi, dans ses fonds. Et là, il y avait eu un très gros travail d'inventaire mené par Marc Lecoeur et de restauration. Donc là, on est à la fois sur politique patrimoniale, politique de conservation et de mise en valeur des œuvres, et puis exposition à proprement parler. Pour la Cité de l'Architecture, Francis a parlé de l'importance dans les premières années de la mise en place de programmes de monographie. Les monographies avaient aussi pour but pour la Cité d'élargir le champ on va dire de son offre patrimoniale, puisque par ses collections, la Cité était très portée sur le XXe siècle ou sur le Moyen-Âge, mais en fait, la partie, on va dire, Ancien Régime et puis XIXe siècle est assez peu présente dans les parcours permanents et le programme culturel de la Cité avait pour vocation d'insister sur ces périodes-là. Et on a eu un certain nombre d'expositions avant-après avec Hôtel Particulier, Viollet-le-Duc, qui ont été des expositions avec cette visée de toucher à l'ensemble du champ de l'histoire de l'architecture. Et puis pour le MoMA, alors on tombait alors là aussi sur un certain tour de force de Barry Bergdoll, qui était le directeur en fait du département architecture, parce que le MoMA est un musée 20e siècle, pas du tout 19e. Donc il n'y avait absolument rien de logique à aller présenter la brouste dans un musée du 20e siècle. Et là, effectivement, c'est la dimension précurseur de la modernité qui a été mise en avant, mais pas que, parce que cette exposition avait vraiment une visée patrimoniale, faire connaître l'œuvre de la brousse et protéger ses bâtiments.
Et en l'occurrence à New York, il se trouve que la New York Public Library était en cours de rénovation et qu'il y avait un très gros débat. Je n'ai pas mémorisé les architectes, je suis désolée, mais par contre, il y avait un très gros débat quant à la conservation et la mise en valeur ou non de ces magasins métalliques. Et en fait, le fait d'importer une exposition Labrousse et de la montrer aux États-Unis avait aussi une visée ou un objectif un peu de protection patrimoniale. Et elle a complètement été, alors à la fois très saluée sur place, très saluée par notamment le public professionnel, et elle a apporté sa pierre dans le débat autour de la rénovation qui était en cours de cette bibliothèque centrale de New York. Alors, c'est aussi par rapport aux expos que l'on a pu voir, notamment les expos que Francis Rambert a pu commenter. Là, on est vraiment dans le cadre typique d'une expo avec des œuvres, c'est-à-dire il y avait vraiment aussi, il y a un goût du dessin, une volonté de partager des dessins qui étaient magnifiques. Labrousse est un très grand dessinateur et c'est une partie non négligeable de son travail, de son œuvre en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était important, d'où le nombre aussi d'œuvres qui étaient présentées dans la salle, nombre assez important. Alors sur les partenariats, je reviens là-dessus aussi. Du côté d'Orsay, c'était intéressant parce qu'en fait, Orsay on a fait en sorte que les deux expos arrivent en même temps. L'expo Baltard d'un côté qui était présentée à Orsay et l'expo Labrousse. Donc ça vous donne un peu, voilà, c'est pour vous donner un peu tout cet écosystème en fait que l'on a autour d'une expo. Une expo n'est que le résultat d'un moment, d'un temps, de questions qui se posent, de questions stratégiques et politiques, et puis de questions de messages et de missions qu'une institution se donne à un moment donné. C'est important en fait d'avoir ce tableau d'ensemble en fait sur l'exposition en question. Pour ce qui était en fait du contenu de l'expo elle-même. Là aussi, une expo est de 100 ans. C'est-à-dire que Labrousse a, pendant des années, été présentée comme le précurseur de la modernité, mis en avant par les historiens de l'architecture comme Gideon, avant tout pour son travail du métal et sa mise en avant, en évidence visuelle de la structure métallique de Sainte-Geneviève et de la Bibliothèque nationale. Et là, en l'occurrence, l'expo voulait vraiment revenir sur le fait que Labrousse était un homme, avant tout un homme de son siècle, un homme du 19e siècle. Et donc, à la fois avec cet aspect culture romantique, redécouverte de la couleur, intérêt pour les Étrusques. C'était aussi un architecte au cœur de la pensée rationaliste. Et ça, c'est la troisième partie en fait, qui développait vraiment cette question de la postérité immédiate dès ses élèves. C'est un grand enseignant, donc dès ses élèves, la transmission d'une approche rationaliste de l'architecture jusqu'à Perret. Et c'est aussi un bâtisseur avec un très fort intérêt pour le mur, pour la pierre, pour la structure maçonnée. Et c'est pour ça qu'en fait, on était ravis d'être dans la cathédrale, parce qu'en fait, c'est un espace maçonné, en fait, où le mur a une force, une présence, et du coup, en fait, répondait en effet, le contenant répondait de cette manière-là au contenu. Et alors, c'est vraiment un architecte de son siècle, parce qu'en fait, les thèmes forts dans l'expo, c'était quand même, enfin, chez Labrousse, c'était quand même des notions de convenance, d'usage de l'édifice, de composition. L'innovation technique a été tellement mise en avant, n'est pas nécessairement le cœur de son propos lorsque l'on relit les textes. Bon, la réception a été très bonne à Paris et encore plus à New York. En fait, à New York, c'est vraiment le milieu architectural, c'est vraiment fortement intéressé à cet architecte. C'était très intéressant à voir. Alors, ce que je trouve important dans ce que vous avez décrit aussi, c'est l'écosystème qui est autour d'une exposition. Puisqu'en fait, l'exposition est toujours un média pour raconter une histoire et porter à connaissance un sujet. Et vous l'avez bien mentionné, en fait, il y avait la question du catalogue a été importante. Quand on fait des catalogues, c'est
très souvent, en archi en tout cas, avec une visée d'être un ouvrage de référence, parce que bien souvent, il n'y a pas eu d'ouvrage écrit sur le sujet, ou alors ça remonte à il y a longtemps. C'est peut-être un peu moins vrai pour le milieu beaux-arts, en fait, ou peut-être que les expositions se renouvellent, enfin les sujets reviennent peut-être plus régulièrement. Mais en archi, c'est frappant. Un catalogue d'exposition, c'est souvent c'est un ouvrage qui reste et qui a une visée bien au-delà de l'exposition. Le catalogue américain a reçu le prix de la Society of Architecture Historians. C'est un prix vraiment important. Donc on était ravis en fait de cette chose. Et puis, bon, il y a tout un ensemble. Là, vous avez pointé les visites. Ça, c'est plutôt le grand public. Il y a toujours une offre vraiment à viser grand public. Puis il y avait une offre scientifique avec les NHA qui était un colloque de 2 jours, si je me souviens bien, sur Henri Labrouste et son temps. C'est pas pour rien, hein, encore une fois, qu'on avait choisi Henri Labrouste et son temps et non pas Henri Labrouste et la modernité architecturale. C'était vraiment la présence et l'envergure de cet homme à son époque. L'ouvrage est sorti aussi, hein, il est disponible. L'INHA a publié les actes. Et puis peut-être un dernier point par rapport à ce que vous avez mentionné, les 2 édifices, la bibliothèque Sainte-Geneviève et la bibliothèque nationale, ce sont des édifices publics, c'est-à-dire c'est quand même des édifices qui se visitent. Et là aussi, je peux que encourager l'ensemble d'entre vous à aller les voir, parce que ce sont des édifices fondamentaux en histoire de l'architecture, d'une part, mais aussi c'est vraiment des édifices qui se lisent et qui se comprennent et qui posent tout un ensemble de questions entre l'insertion d'une structure dans une boîte, le rapport entre structure et l'ornementation, des questions sur la mesure, des questions sur la lumière. Les questions sur la lumière sont très importantes. Et puis, ce sont tout simplement de très, très beaux édifices. Donc, vraiment, je vous en recommande la visite. Merci pour vos commentaires et vos informations supplémentaires. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Pour conclure la séance, je vais vous parler de l'exposition sur Bernard Dierfus, une monographie qui a eu lieu en 2014 à la Cité de l'Architecture. Alors, l'exposition, elle s'appelle La poétique de la structure. Elle se passe à la Cité de l'Architecture, dans la nouvelle galerie d'exposition qui était ouverte à l'occasion de cette exposition et qui sera ensuite transportée au musée gallo-romain de Lyon. Alors, l'exposition, elle a été dirigée par vous, Corinne Bellier, ainsi que Christine Desmoulins, une journaliste critique d'architecture qu'on connaît tous, j'imagine. Le scénographe était Pierre Verger. Et au niveau des livrets d'exposition, il y a eu un livret de 24 pages en rapport avec cette exposition. Et il y avait également un livre qui avait été écrit auparavant en 2008 par Christine Desmoulins, qu'on verra à la fin. Au niveau de l'affiche de l'exposition, on l'a là. C'est une photographie du chantier du Centre national d'industrie et des techniques qui a été dessiné par Bernard Dierfus à la Défense. On verra une autre photo plus tard aussi. On va faire un petit point sur l'architecte. Alors Bernard Dierfus, c'est un des architectes, une figure majeure de l'architecture des 30 Glorieuses. Il peut être considéré comme l'un des successeurs du moderniste et il s'inscrit également dans le courant rationaliste. C'est un architecte qui est assez expérimental au niveau des innovations constructives et des recherches plastiques. Il a notamment fait des coques, des voiles minces et toujours en rapport avec le modernisme, des plans libres. Il utilise aussi la préfabrication. Et voilà. Au niveau de ses réalisations en France, je vais passer rapidement sur une liste non exhaustive de ces réalisations et qui font également l'objet de l'exposition où on aura des visuels après. On a l'imprimerie Mamatour, l'usine Renault de Flins. Il a également participé au plan de déménagement de la Défense avec un projet de tour et du coup le Centre national des industries et des techniques qui fait l'objet de l'affiche de l'exposition.
Il a construit le palais de l'UNESCO et enfin, il a construit le musée de la civilisation gallo-romaine à Lyon, dont on a parlé juste avant avec Francis Rambert. Au niveau de l'exposition qui a lieu à la Cité de l'Architecture, elle est divisée donc par projet et présente différents documents. Il y a plutôt une grande diversité de documents parce que on peut retrouver des dessins, des photos d'archives de lui, de son entourage, et également de chantiers, des extraits de revues et au cœur de l'exposition, on a un grand nombre de maquettes réalisées, comme on peut voir là. Donc au niveau de l'organisation de l'exposition, les maquettes elles sont vraiment au centre et tous les autres documents s'articulent autour de ces noyaux. On a également des projections et des vidéos, comme on peut voir sur ces photos. Et c'est l'exposition qui a eu lieu à la Cité de l'Architecture. Elle permet de poser la question du mobilier et des vitrines, car étant donné qu'il y a quand même un grand nombre de maquettes, et comme on peut le voir sur ces photos, elles sont là mises sous cloche. Donc ça nous permettra aussi d'aborder la question de la mise en distance et de la protection des œuvres dans ce genre d'exposition. Et comme on peut voir par exemple sur les mobiliers, ils ont également des formes assez singulières parce qu'ils ne mettent pas toutes les maquettes au même niveau. Il y a différentes hauteurs, il y a des formes assez déconstruites, si je puis dire. Et également au niveau des cimaises, on peut voir dans le fond, enfin à droite plutôt, que les documents ils sont plutôt mis en relief par rapport aux cimaises originales. Donc ça pose également la question de présentation et au niveau de la scénographie. Bon, Pierre Verger n'est pas là pour nous en parler, mais peut-être que vous pourrez nous expliquer quelles sont les volontés derrière ces gestes-là. On va passer également rapidement sur l'itinérance qu'il y a eu à Lyon. Alors pour cette exposition, on a les plans et ça nous permet de comprendre que l'exposition elle se fait sur plusieurs niveaux et s'articule cette fois-ci autour d'une rampe, comme on peut voir là, et sur les photos ici. Alors cette itinérance, elle nous permettra d'aborder peut-être la question de comment ça se passe dans une conception d'une exposition. Et comme on a pu voir avec l'exposition précédente sur la brousse, est-ce que l'itinérance est prévue dans la conception? Est-ce que c'est toujours prévu à l'avance ou des fois ça se fait de manière inattendue? Au niveau de ce qui se passe autour de l'exposition, alors comme je l'ai dit précédemment, il y avait une publication de Christine Desmoulins sur l'architecte qui avait eu lieu précédemment et qui donc là a été un petit peu utilisé comme catalogue d'exposition ou publication en rapport. Et pour finir, de la même manière que pour l'exposition précédente, il y a eu pas mal d'activités autour de cette exposition, notamment une table ronde, et plusieurs promenades architecturales qui permet en fait de visiter les œuvres et de voir en vrai plutôt que sur des dessins. Et également aussi une exposition virtuelle. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont on peut parler aussi. Voilà, merci. Merci pour votre présentation. Là aussi, peut-être une remise en contexte plus large sur pourquoi l'expo. Alors, le patrimoine du XXe siècle et plus particulièrement le patrimoine d'après-guerre, c'est un sujet que le ministère porte depuis un certain nombre d'années. Puis la fin des années, ou le milieu des années 90 environ. Il y a vraiment une volonté en fait de recenser, inventorier, protéger par différents moyens le grand XXe siècle, les 30 Glorieuses et en particulier, qui forment un ensemble de bâtiments souvent mal aimés et puis souvent en situation de risque
risque d'altération forte, en particulier sur le logement social. Alors, du côté du ministère, ça s'est traduit notamment par la mise en place des campagnes de label patrimoine XXe siècle, aujourd'hui devenu architecture contemporaine remarquable. C'est une labellisation qui n'entraîne pas les effets d'une protection monument historique, les effets juridiques, mais qui par contre permettent de pointer des édifices comme le CNIT, par exemple, qui n'est pas protégé monument historique malgré sa renommée, mais ça permet de pointer l'édifice en question. La collection carnet d'architecture dans laquelle a été publié le carnet sur Bernard Zerfus fait partie de cette politique du ministère de porter à connaissance, faire connaître en fait ces architectes qui ont construit une grande partie de notre environnement bâti actuel. Ce sont aussi des fonds d'archives qui sont importants chez nous. L'une des caractéristiques des archives d'architecture de la Cité de l'Architecture, c'est sa dominante XXe siècle et une très forte composante des agences d'après-guerre, des grands architectes des bâtiments civils et palais nationaux notamment. Ce qui était le cas en fait de l'agence Zerfus. Alors on a fait du coup, en fait cette expo s'inscrit du coup dans un ensemble en fait d'expositions de la Cité. À peu près sur le même calibre, l'exposition Guillaume Gillet qui avait dû avoir lieu un peu avant, c'était l'architecte de la reconstruction, enfin pas de la reconstruction à Royan, mais de l'église de Royan, une icône des monuments d'après-guerre en béton armé. Mais on avait aussi pu présenter un peu après Pingusson, AUA ou encore Jean Choumi il y a peu. Donc c'est vraiment toutes ces expos qui ont provisé de faire connaître un ensemble de grands architectes du second XXe siècle, sur des formats en général pas très grands. C'est-à-dire c'est toujours des formats de cet ordre-là, 180-200 mètres carrés en général, avec souvent en rapport avec les carnets d'architecture assez souvent. Ça a été le cas pour Gillet aussi. Ça c'est pour le contexte général. Alors, du coup, sur un format de 180 mètres carrés, c'est une monographie assez courte qui cible assez son sujet. Et là, c'était le choix, comme dans les carnets d'architecture d'ailleurs, de montrer quelques bâtiments ou quelques projets clés. Le musée gallo-romain de Lyon, la Défense, c'était un autre point important. L'usine même, vous l'avez mentionné. Et puis, un point sur la carrière de l'architecte lui-même. Zerfus, c'est très intéressant en fait comme agence parce qu'en fait, il est sur des bâtiments aussi emblématiques et remarquables que le CNIT ou que l'UNESCO, mais il y a aussi un autre volet de sa production qui est peut-être, alors aujourd'hui on dirait peut-être plus alimentaire, mais qui est beaucoup moins intéressante, notamment sur un certain nombre d'immeubles, de logements ou de tours. Donc on a vraiment, c'est à la fois l'excellence et puis le moins bon que l'on peut retrouver dans sa production. Pour l'exposition, alors il y avait cette volonté de mettre en avant des maquettes. Ça, si j'arrive au niveau de l'œuvre, en fait, beaucoup de ces œuvres, et notamment les maquettes, ont été. Il y avait aussi la volonté de faire connaître ce patrimoine-là, parce qu'elles étaient, pour les maquettes de la Défense, elles ne sont pas conservées à la Cité de l'Architecture. Il y a une collection assez fabuleuse qui est un peu en déshérence depuis que le musée en fait, qui les présente a été fermé. Donc il y avait vraiment une volonté là aussi de montrer des œuvres, de les faire connaître, de les faire reconnaître aussi peut-être par l'institution qui les conservait à l'époque, et de créer cette espèce de paysage urbain au milieu de la salle, entouré en fait des dessins sur l'ensemble des côtés. Alors la Céno, là on vient d'en parler. Si, alors peut-être un petit point sur la Céno aussi, parce qu'en effet on a l'exposition Zerfus a ouvert l'espace nouvellement aménagé avec plancher et plafond technique. Et en fait l'expo est fondée sur un ensemble de cubes qui avaient été développés pour pouvoir être réutilisés sur d'autres expositions, donc un système un peu modulaire pouvant être assemblé, désassemblé avec ces différentes hauteurs ou simèses possibles. Et sur la question de l'itinérance, alors
En fait, les situations sont extrêmement variables. Sur une exposition comme Henri Labrousse, l'itinérance était prévue dès le départ et c'était une des choses qui avait rendu assez complexe les négociations de partenariat parce que, en fait, on était sur du dessin. C'est aussi une des spécificités d'une manière générale des expos d'architecture. C'est sur la présentation de dessin est en principe limitée dans le temps. Donc le cumul de 2 ou 3 expos peut parfois être problématique. Et sur la Brousse, un certain nombre de dessins ont dû être renouvelés. Donc en fait, il s'agit dans ce cas-là, en tant que commissaire, de sortir 2 jeux de dessins lorsque c'est possible. Ce n'est pas toujours le cas. Et dans le cas en fait de Zerfus, là, on était sur une itinérance qui n'avait pas été prévue dès le départ. Mais dans les deux cas, ce qui est important, c'est quand on dit itinérance, faut pas se leurrer en fait. Il s'agit jamais simplement de transposer et on amène et on pose. En réalité, on conçoit de nouveau l'exposition parce que vous n'avez pas le même public. Un public américain n'a pas la même culture que le public français et du coup, il y a certaines choses dans les textes qu'il faut modifier pour mieux expliquer. Les œuvres aussi, il y a souvent un travail de sélection, de nouvelles sélections sur les œuvres elles-mêmes et évidemment de nouvelles scénographies. Ce ne sont pas les mêmes scénographes bien souvent qui travaillent sur les 2 expositions. Et de la même manière, nous citer, lorsque nous avons fait venir des expositions par exemple de Vienne, on a eu tout un travail en fait de réécriture des textes et d'approfondissement à ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, si une itinérance est anticipée, c'est toujours mieux et plus facile. Et puis, quand elle ne l'a pas été et qu'on a la chance et le plaisir de pouvoir la porter ailleurs, c'est un travail qu'on refuse jamais. Mais par contre, il s'agit dans ce cas-là de remonter, en fait, recréer les choses. Voilà, donc Zerfus, c'était vraiment c'est la mise en place ou la confirmation d'un format type d'exposition, de présentation et de mise en valeur des collections et de porter à connaissance de l'architecture du XXe siècle après-guerre, les 30 Glorieuses et ce côté... la modernité héroïque des 30 Glorieuses où tout paraissait possible à l'époque. Et c'est intéressant parce que dans les projets, notamment les projets pour la défense, l'importance de l'automobile est particulièrement présente comme elle peut l'être dans les films de Jacques Tati aussi. À la même époque, on a cette ville qui croît, qui va avoir de plus en plus de grands centres administratifs et des réseaux routiers très importants. Donc c'est un modèle un peu périmé aujourd'hui, mais c'est intéressant de revenir sur ces dessins et cette époque. Merci. J'avais plusieurs questions. La première, c'est que, en fait, toi, tu commences ce travail de commissaire d'exposition temporaire après avoir livré la galerie d'architecture moderne et contemporaine. Et je voulais savoir en quoi tu trouvais que l'exercice était différent. Et est-ce que, comme Francis, le travail de recherche, de repérage et puis de définition du projet et de la collection a informé ton travail de commissaire et tes choix de commissariat? Et la deuxième question, c'était par rapport à la Brousse et notamment la différence entre contexte français et contexte américain, où ils n'ont pas le même rapport à la modernité. Effectivement, le MoMA, foyer de la modernité, mais en même temps, il y a cette fameuse exposition de Drexler de 79 sur The Architecture of the École des Beaux-Arts, etc. Donc, est-ce que, du coup, sur cet aspect-là, vous avez dû ajuster le discours enfin, voilà, comment vous l'avez modulé dans un rapport différent à la modernité entre l'Amérique et la France? Alors, pour le parallélisme entre exposition permanente et puis exposition temporaire, en réalité, l'exercice de style, malgré tout, est assez différent, en fait. Une exposition temporaire offre, indépendamment des budgets, de l'obtention des œuvres, etc., mais offre une très grande liberté. En fait, une exposition temporaire, c'est un propos qui est tenu à un moment donné et qui vise toujours à marquer. Il y a une dimension d'actualité qui est très forte, qui est très présente. C'est une grande liberté aussi parce qu'on peut présenter des œuvres qui ne seront pas présentées par la suite. On n'a pas les problèmes de conservation que l'on a sur un parcours permanent.
Et puis une programmation d'exposition temporaire, mais c'est effectivement comme programmer les chapitres d'un livre. En fait, c'est une série que l'on souhaite mettre en avant. Alors en général, après, de manière très pratique, entre le point de départ où on imagine une série et puis 2-3 ans après, comme l'actualité courante de l'histoire de l'architecture, l'actualité de la création change, forcément en fait le programme prévisionnel change aussi. Mais il y a cette notion de série et c'est effectivement ce que je décris dans l'idée de Gillet, Zerfus, Pingusson. Et voilà, on présente en fait une série, à défaut d'être une série télévisée, c'est une série d'expos. Sur le parcours permanent, en revanche, on sait que dans un musée, un parcours permanent, ça va durer une vingtaine d'années. On ne change pas un parcours permanent si simplement, même si on intègre tout ce que l'on peut en matière de possibilités de rotation. Mais fondamentalement, un parcours permanent a souvent pour point d'entrée d'être votre première approche et accueil d'un visiteur souhaitant avoir une vision un peu globale, en l'occurrence de l'histoire de l'architecture d'un pays donné. Et du coup, quel que soit le musée d'architecture, ils sont souvent assez similaires. En fait, c'est souvent une approche nationale d'abord, sur la base des collections qui ont été rassemblées, et qui met en avant, alors tantôt de manière chronologique ou thématique, les points saillants, en fait. Du coup, c'est intéressant là, en se replongeant sur le parcours permanent, de se dire que, oui, en effet, on est pas loin de 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, et il y a quand même une certaine stabilité en fait dans les accrochages et dans les structures en fait du parcours permanent qui font que finalement, vous savez que vous posez un discours qui va durer un certain temps, et à un moment donné, on reprend le discours et on le reprend en entier et on change en fait l'ensemble de ce qui a été mis en place. Donc je pense que les enjeux sont pas les mêmes, c'est pas nécessairement le même public. Le parcours permanent intègre toujours une dimension publique très large et scolaire. L'exposition temporaire peut par contre viser des publics assez différents et elles ne sont pas structurées. On la peut aborder, mais en fait, elles n'ont pas visé les mêmes publics, toutes les expos dont nous avons parlé. Ça peut être plus professionnel ou plus grand public, et dans ce cas-là, les dispositifs scénographiques et médiation ne sont pas nécessairement les mêmes. Voilà. Oui, une dernière question, Corinne. Merci beaucoup. Après le slogan Nos scénographies de Maurice, et à travers ces deux projets-là, où on voit qu'il y a une délégation de la scénographie de manière professionnelle, moi je voulais savoir comment tu avais vécu au fil de ces projets, alors ces deux projets-là notamment, mais peut-être d'autres, où on voit quand même des options scénographiques différentes, que ce soit le ruban dans le cas de la Brouste, ou chez Zerfus, l'option de ces espèces d'encadrés qui permettent de recomposer des documents les uns à côté des autres. Comment tu as vécu ces expériences-là, autant du côté de la rédaction de cahiers des charges, on imagine, ou du dialogue avec les scénographes? À quel point, toi, avec tes équipes, tu as été éventuellement prescriptive ou peut-être assez libre dans la traduction finalement spatiale du propos scientifique? Alors je pense que les commissaires sont en règle générale toujours très prescriptifs. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que... Alors, pour différentes raisons. C'est parce que d'une part, en fait, tu peux avoir des commissaires où tu démarres et tu as déjà grosso modo la structure de ton exposition en tête. C'est un sujet que tu as travaillé et en fait, tu sais quelles sont les étapes où tu connais à peu près ton cheminement. Tu la vois pas forcément, mais tu la spatialises déjà. Je pense que cette notion, un commissaire a une spatialisation mentale de l'expo en tête le plus souvent. Du coup, les commissaires sont appelés à rédiger des notes d'intention qui certes décrivent le propos de l'expo, le type d'œuvre, mais qui donnent des intentions aussi scénographiques. Et là encore, c'est un choix soit du commissaire, soit de l'institution, parce que en fait, on a quand même un peu des options fondamentales. On peut souhaiter avoir quelque chose d'extrêmement théâtralisé, reconstitué. On peut avoir une volonté d'avoir quelque chose d'épuré. On peut avoir une volonté d'avoir une exposition essentiellement peut-être à base de dispositifs visuels, multimédia, films, photos, etc. Donc, il y a souvent des idées qui sont là en amont en fait du projet et qui sont mises en fait dans les notes d'intention scénographique. Et de mon point de vue, plus la note
et exprime ses intentions, plus ça donne de la matière aux futurs scénographes pour répondre. Après, sur les expos et les scénographes avec qui la Cité a travaillé, elle a travaillé avec des gens assez différents. Il y a eu des expériences avec des agences qui ne sont pas particulièrement des agences de scénographie. C'était le cas avec Manuel Gautran, mais c'était aussi Jean Nouvel qui a fait la scéno de Claude Parent, par exemple. On a travaillé aussi, alors plus pour les expositions d'archives contemporaines avec des jeunes agences. Et puis on a travaillé aussi pour les grandes expositions dans le S1, des expositions avec les grandes expos dans les sous-sols de la Cité, dans les salles les plus importantes où il y a beaucoup d'œuvres muséales. On a travaillé de plus en plus avec des agences de scénographie dont c'est le métier principal et en général unique, et qui sont la connaissance de la gestion et de l'accrochage en fait d'œuvres de type muséal, avec toutes les règles que ça comporte du point de vue conservation, du point de vue prévention, du point de vue circulation des publics. Et donc là, c'est aussi un choix qui est déterminant en amont. En fait, c'est vraiment de décider du type d'agence avec qui on veut travailler, en fait. Est-ce que l'on est dans un process où on veut une scénographie particulièrement expérimentale et plutôt inviter une agence, et en fait la scénographie fait œuvre en quelque sorte, ou est-ce qu'on est dans une volonté, parce qu'on a beaucoup d'œuvres, parce que ce sont des œuvres avec des conditions de présentation qui peuvent être dictées ou imposées, d'avoir plutôt un professionnel et très expérimenté de la scénographie et de la spatialisation des œuvres. Et c'est vraiment un choix, et c'est très agréable de travailler avec les équipes de scénographes, dans la mesure où c'est vraiment des gens qui savent mettre en espace, qui pensent les perspectives, qui pensent les points de vue, on va dire les enfilades, la mise en lumière. Et donc, plus on peut dialoguer ensemble, et plus on a du temps, mieux on se porte et plus c'est agréable. C'est vraiment c'est un des exercices les plus sympathiques de l'exposition, c'est quand on arrive dans sa spatialisation. Puis on imagine tout. Et c'est juste avant les DCE et le rappel budgétaire. Voilà. Mais non, c'est vraiment un moment très agréable que la mise en espace d'une exposition. Et c'est, d'une manière générale, pour les commissaires, toujours quelque part une surprise que d'arriver dans la salle au moment où les cimaises ont été plantées, mais où elles sont encore vides. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme quand vous rentrez dans un appartement vide, on a une certaine vision, vous revenez après, il commence à être meublé. Voilà, il y a ce côté très, très, très différent et de prise en main en fait de l'exposition, juste avant l'accrochage à proprement parler. Alors après, un projet de scénographie, c'est vrai qu'il y a d'un côté un parti, comme dans tout projet architectural. Ce qui est important, en fait, il y a un parti, ça, on va dire, c'est la partie plus créative, mais c'est une extrême rigueur. C'est-à-dire qu'un montage d'expo, c'est une extrême rigueur parce qu'on est vraiment à jouer à des centimètres près, que ce soit de dimensionnement d'œuvres, de positionnement de cartels. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait une agence de scénographie, c'est pas la même chose qu'une agence qui n'en fait pas, qui fait de l'architecture, mais c'est vraiment des métiers, des métiers différents parce qu'en fait, en l'occurrence, on gère une quantité d'œuvres et de dimensionnement dans un petit espace avec des contraintes à prendre en place. C'est assez différent. Et quant au parti lui-même, c'est effectivement les questions qui peuvent se poser. Là, on est peut-être plus comme dans du projet d'architecture, c'est-à-dire c'est à la fois la capacité à comprendre les intentions et le sujet et à y répondre. Ça peut être parfois le côté au contraire disruptif, c'est-à-dire une proposition à laquelle on n'avait pas pensé de spatialisation. Et dans tous les cas de figure, il y a aussi entre les premières esquisses, l'institution se pose toujours la question de la faisabilité, malgré tout. C'est-à-dire, est-ce que le scénographe a quand même bien perçu qu'on pouvait accrocher ou qu'on ne pouvait pas accrocher quelque chose en hauteur, que ça allait
poser des problèmes de flux, de circuit ou de circulation. Donc ça, il y a cette attention, et ça rejoint l'attention d'un maître d'ouvrage sur un programme, enfin sur la réponse adaptée à un programme, en fait. Voilà. J'ai une question finale pour conclure. Tu as été longtemps trésorière au sein de l'ICAM. Tu as suivi quand même beaucoup de conférences, donc de la Conférence internationale des musées d'architecture. Donc tu as à la fois le point de vue interne et puis aussi le regard sur ce que font les collègues à l'étranger. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans les évolutions sur ces 20-25 dernières années sur les expositions d'architecture? Alors peut-être un des points qui m'a le plus frappé sur les expositions d'architecture, c'est qu'elles circulent peu. En fait, par rapport à ce qui se fait dans le milieu des musées d'art. J'ai été frappée par le fait que la plupart des institutions d'architecture ont des gabarits d'exposition qui sont autour du 200 mètres, 500 mètres, ça commence à être grand. Et du coup, nous, avec 1000 mètres carrés, on a des salles particulièrement grandes. Donc, du coup, on n'a pas forcément l'homologue qui est capable de prendre une exposition de même dimensionnement. Mais ce qui est derrière, c'est qu'en fait, la plupart des institutions d'architecture ont un mandat, enfin, en tout cas pour les expositions historiques, qui est assez national, qui est assez faire connaître les architectes qui ont marqué l'histoire de l'architecture. Et c'est des grands noms. Par exemple, le DAM à Francfort va faire une exposition sur Ernst May, par exemple. C'est un grand nom, ou Mendelssohn, c'est un grand nom. Ce sont des expositions qui mériteraient de venir en France, mais en fait, les noms étant pas connus, ou très peu connus, l'institution en français qu'elle ne pourra pas avoir la fréquentation qui serait attendue par rapport à ce type d'exposition. Et souvent, donc, on y renonce. Mais c'est le cas pour toutes les institutions. Quand on regarde, ça circule assez peu entre l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis. Et je pense que ça, c'est une problématique qui est inhérente et spécifique au milieu des musées et des expositions d'architecture. On a un peu moins ce cas de figure sur les beaux-arts et encore moins peut-être sur l'art contemporain. Peut-être.